Cécile Sepulcre, bonjour. Le Bonjour. défilé des vanités, votre titre, semble faire pas mal de bruit dans l'univers de la mode. À votre avis, pour quelle raison? Peut-être parce que c'est la première fois qu'un roman sur la mode rompt avec la bienséance qu'il y a dans ce milieu, qui veut que beaucoup de choses ne sont pas dites. On sait beaucoup de choses se racontent dans les coulisses, dans les défilés, dans les rédactions, tant sur ce qui se passe dans les interviews avec les stars que Oui, dans oui, oui. la vie avec les Mais créateurs, mais en général, tout cela n'est pas raconté. d'accord. Alors, on avait quand même lu le Diable qui s'habille en Prada. Qu'est-ce que vous apportez concrètement après ce roman qui avait eu beaucoup de succès? Le Diable s'habille en Prada a dévoilé la personnalité d'Anna Wintour, qui est la rédactrice en chef de Vogue, qui est un personnage incroyable. Et c'était un roman très drôle. Et voilà, moi, c'est autre chose. J'essaie de faire la peinture d'un milieu, de raconter comment la réalité de ce milieu, des rédactions. Donc c'est un point de vue différent, et c'est aussi le point de vue d'une rédactrice en chef. L'auteur du Diable s'habille en Prada avait la vision d'une stagiaire, qui était un poste d'observation privilégié, et Oui, qui était oui, oui, très effectivement. beaucoup d'esprit. Moi, j'étais rédactrice en chef, donc j'avais une vision peut-être plus panoramique de ce qui se passe dans cet univers. Oui. Et dites-moi, on va voir maintenant la vengeance en Prada. Vous craignez pas un peu la compétition avec ce deuxième opus? Alors là, c'est encore différent, parce que La Vengeance en Prada se passe dans un... Bon, alors c'est évidemment un énorme concurrent commercialement, qui est dans toutes les Avec un librairies, pouvoir très un fort. pouvoir de frappe commercial énorme, et puis c'est une auteure connue, donc elle a forcément un crédit beaucoup plus important que moi. En revanche, son histoire se passe dans les coulisses d'un magazine de mariage aux États-Unis. Donc déjà, on est très loin du cœur de la mode, parce qu'en France, ça intéresse. Enfin bon, Oui, il n'y a effectivement, pas c'est le un même micro-marché. phénomène des magazines de mariage qu'il y a là-bas. C'est vraiment très américain comme état d'esprit. Et puis, moi, j'apporte du vécu. Oui. Alors, quand même, les couvertures se ressemblent un tout petit peu. Pourquoi, à votre avis? Alors là, c'est un hasard total. Ah bon? C'était même une catastrophe pour moi, parce qu'en fait, j'avais préparé cette couverture. Je m'étais même démarquée de la couverture, parce que j'avais vaguement entendu parler de la sortie de ce roman, et au départ, j'avais vu une couverture américaine rouge avec une flèche. Donc moi, je suis partie sur complètement autre chose, un dessin avec Aurore de la Morinerie, qui est la star des dessinatrices en France. J'ai joué l'élégance, enfin j'espère, et le chic à la française. Et puis je me retrouve tout d'un coup, paf, le jour où je découvre mon roman, que je l'ai en main pour la première fois chez l'éditeur, je me retrouve avec le concurrent, même couleur, même code rouge, noir, Oui. Oui. catastrophe. Et un croquis Alors, aussi. sauf que on quitte donc les États-Unis et on arrive en France. Votre roman, vous, c'est donc un roman Made in France. Est-ce que c'est un plus, à votre avis? Je pense que c'est déjà un plus en France, parce qu'on touche des personnages qu'on croise. Il y a Lagerfeld qui se promène dans le roman, c'est quelqu'un Mhm, qui fait mhm. partie de nos Oui, personnages français. oui. Et puis, le cœur de la mode, c'est quand même en France, je pense. Vous pensez vraiment que Paris est toujours la capitale de la mode? Ah oui, 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 oui. Enfin, c'est là où il y a les plus grands défilés, c'est là où il y a les plus grandes maisons de couture, où est la couture, c'est là où il y a les plus grands groupes industriels, où sont tous les créateurs, où tout le monde vient se ressourcer, vient chercher l'inspiration, et où il y a tout ce milieu incroyable, ce microcosme de la mode, qui est pas si connu que ça du grand public, et qui est une petite société dans la société, qui est assez fascinante, parce que elle a ses règles, elle a Oui, ses usages, et oui, c'est très oui. drôle à Et alors, observer. précisément, vous comparez le milieu de la mode à la cour de Versailles. Pourquoi? À cause de ses codes, à Je suis cause de ses... persuadée qu'en fait, si la cour de Versailles devait se réincarner aujourd'hui, elle arriverait dans le milieu de la mode. Et d'ailleurs, on croise des descendantes des princesses et des duchesses de la cour Oui. de Versailles.
Et on voit aussi les mignons, les favorites, les courtisans, les courtisanes, Oui, on le sent les tout à fait. princes, Oui, oui, les rois. oui. Enfin, à ceci près que les rois sont les rois d'un instant. Le créateur qui va saluer à la fin du défilé, c'est comme le roi Soleil qui arrive dans la galerie des glaces et qui va saluer Oui, tous ces courtisans. oui. Mais bon, ça dure un instant, puis après ça, on change de cours. Mais il y a des rituels qui ont été reproduits, une étiquette invraisemblable qui est très. Enfin, c'est passionnant à observer. Oui. Alors, vous faites des coulisses, des défilés, une description qui est vraiment très, très étonnante. Racontez-nous un peu. Il y a plein de rituels dans les défilés. Il y a le positionnement, donc comme à la cour de Versailles, selon qu'on est plus ou moins important, on a un positionnement plus ou moins proche de la lumière. Vous l'expliquez bon, très, voilà. très bien dans le roman. Et puis après, il y a le rituel du salut au roi à la fin du défilé. Enfin, le roi passe en saluant tout le monde. Et puis après ça, les courtisans vont faire le salut, les grandes princesses vont faire le salut au roi à la fin du défilé. Et certains ont droit à faire ce salut et pas d'autres. Il y a des filtres qui s'opèrent. C'est un milieu qui est avec une étiquette énorme et un système de caste très, très précis. Et donc, c'est vraiment fascinant de voir Oui, ça. oui. Et ça se lit effectivement très, très bien. Hein. On le comprend très bien. Les codes de la mode, qu'est-ce que c'est? Les codes, on voit en particulier les codes dans les rédactions, comment les rédactrices vont, par exemple, décider une année qu'elles doivent avoir des robes de la saison suivante, qui ne sont pas encore même commercialisées. Parce qu'il faut toujours montrer qu'on est plus forte que les autres. Donc, ou alors elles vont arriver, il y a une période, je ne sais pas si elles le font encore, où elles arrivaient avec des jambes nues, même en plein hiver, parce qu'il fallait montrer qu'elles avaient un chauffeur. Et oui. Et puis, elles pouvaient même arriver. Alors, il y a une période où la fourrure étant la mode, il fallait arriver avec un manteau de fourrure. Puis après ça, il y a une grande directrice de rédaction qui s'est fait entarter. Et donc, là, tout d'un coup, elle a abandonné son manteau de fourrure. Alors, du coup, ces dames arrivaient sans manteau, sous la neige toujours. Et bon, c'est une invention permanente, en fait, Ouais. de code. Et alors, parmi ces inventions permanentes, il y a quand même le problème de la création. Et vous expliquez le mystère des tendances de la copie. C'est votre expérience en presse qui vous a fait apprendre ça? Il y a eu des grands scandales dans le milieu, dont, pareil, on n'en parle pas, et d'ailleurs, je ne donne aucun nom, mais d'histoires de copies de vêtements prêtés à des rédactions qui partaient chez dans d'autres maisons pour des copies. Et puis, encore avant, il y a eu des histoires de rédactrices en chef qui ont envoyé des photos à des copieurs. Et puis, c'est un système où il y a des problèmes de copie sans arrêt. Et donc, bon, c'est un roman qui normalement se lit vite et facilement, mais j'essaie d'émailler ça d'explications sur tout le système de la copie, des tendances. Effectivement, votre héroïne est fortement impliquée là-dedans. Et plusieurs fois dans le roman, on note une ségrégation sociale assez forte, avec par exemple les multiples espaces VIP, comment ça se passe, à quel espace on appartient. Quelles sont les règles en la matière? Comment ça se passe? Les règles sont fluctuantes puisque c'est d'une maison à l'autre, selon les caprices d'un créateur ou d'une attachée de presse. Donc, mais il y a des espaces VIP partout. Et parfois, j'ai arrivé d'assister à des soirées de très grandes marques où il y avait jusqu'à 4, 5, 6 espaces VIP différents. Ah oui, plus, donc, plus, on plus. croit être dans la bonne case et puis paf, on s'aperçoit qu'il y en a toujours une autre. Et tout le système fonctionne comme ça, comme si entretenir la frustration, le manque était un moteur pour faire perdurer l'envie. Oui, c'est un peu un phénomène qui Oui. rejoint d'ailleurs des stratégies de marque, parce qu'on voit que certaines marques jouent toujours sur la pénurie, sur la frustration, pour installer le désir. Et donc, on voit cette stratégie-là qui marche aussi pour la communication. Oui. Et alors, quand on travaille donc dans la rédaction d'un magazine de luxe, en l'occurrence, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile qu'ailleurs? Le luxe, c'est très convoité parce qu'il fait plus rêver et que les magazines de luxe attirent plus facilement les grandes griffes, les stars les plus connues,
Donc on peut interviewer, on a accès aux gens les plus chatoyants du paysage médiatique, que ce soit des stars, enfin, acteurs, Oui, écrivains et autres, mais, que des créateurs, ouais. etc. Mais Donc ça fait rêver. Et du coup, il y a oui. une compétition qui est particulièrement âpre pour travailler dans le luxe. Et Oui. c'est plus difficile dans la rédaction des magazines de luxe? Bah, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de tensions et puis il y a peut-être plus de caprices qu'ailleurs. En fait, comme on a affaire à des stars, ils se permettent des caprices de stars. Et donc Et du coup, c'est difficile à il faut supporter. gérer. Et puis il y a beaucoup de divas qui ont des. Et précisément, puisqu'on en parle, est-ce que Luxe Addict est représentatif des autres magazines? Oui et non. Oui et non, parce que je pense que dans tous les magazines, il y a des histoires invraisemblables à tous les niveaux, et en particulier dans la mode. Je pense que d'autres magazines, Luxadit est peut-être un magazine particulièrement fou parce que particulièrement luxe. Je pense que d'autres rédactions sont beaucoup plus carrées, avec des règles plus strictes et Mhm. non, il n'est pas Oui, totalement représentatif. d'accord, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de folie, à votre avis? Bah, à cause de il y a le phénomène donc de ce star system, et puis il y a aussi le fait de quand on touche à la création, ce sont des personnes peut-être plus sensibles que d'autres et qui donc ont besoin d'être comprises, etc. Et si la communication ne passe pas, ça peut partir déraper très vite. Oui, Et donc, oui, les créatifs sont plus compliqués en général. Mais c'est oui, aussi ce qui fait le sel de ce métier. oui, C'est oui, ça qui est oui. intéressant. Et vous racontez des anecdotes que vous avez vraisemblablement vécues. Vous les avez vécues comment précisément? Alors, c'est un mélange d'anecdotes vécues, mais je précise avec des personnages totalement fictifs, parce qu'il n'y a aucun personnage qui correspond précisément à une personne. C'est à chaque fois c'est l'imagination, c'est des mélanges, Oui, c'est mon travail de c'est le romancier romancière. qui bosse. Voilà. Hmm. Mais par contre, je me suis vraiment inspirée de très près d'histoires que j'ai parfois vécues ou parfois dont j'ai entendu parler. Ça fait partie de toutes ces anecdotes qui circulent dans le milieu et en Oui, général donc c'est c'est de du bonne vrai. source. En général, c'est de bonne source, donc c'est probablement vrai, mais c'est pas forcément vérifié. Là, je suis sortie de mon travail de journaliste, je n'ai pas tout vérifié.